Allez, on plonge directement dans le sujet. Le XVIIIe siècle, c'est un moment absolument charnière et vraiment plein de contradictions dans l'histoire juive. En fait, c'est une période qui va complètement redéfinir les bases du judaïsme pour les siècles à venir. Et cette phrase, elle résume parfaitement toute la tension de l'époque. Vous voyez ? D'un côté, on a la promesse d'un futur radieux, la modernité qui arrive, et de l'autre, on a la persistance d'un passé qui est souvent douloureux. C'est cette dualité qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment bien saisir cette période, il faut s'imaginer deux forces immenses, presque totalement opposées, qui tirent le monde juif dans des directions différentes. Et ces forces vont façonner la vie, la pensée, la spiritualité de manière très profonde et durable. Et voilà, on est au cœur du paradoxe. D'un côté, on a ce grand vent de fraîcheur, le siècle des Lumières, qui souffle sur toute l'Europe avec ses idéaux de raison, de progrès, de droit universel. Et de l'autre, la réalité brutale pour la majorité des Juifs, l'enfermement dans les ghettos, l'isolement, la persécution. C'est une véritable révolution intellectuelle. Partout, on ne parle que de ça, de progrès, de science, de la fin de l'obscurantisme. Pour la toute première fois, l'idée qu'un individu puisse être un citoyen, peu importe sa religion, cette idée commence à faire son chemin. Sauf que cette belle promesse des Lumières, elle s'arrête net aux portes des ghettos. C'est particulièrement vrai en Italie et en Europe de l'Est. Là-bas, la vie, elle, reste rythmée par des règles très strictes, par l'insécurité, par une ségrégation qui est en place depuis des siècles. En clair, la modernité intellectuelle n'a pas encore réussi à briser les murs physiques. Alors, face à ce monde qui bouge à toute vitesse, comment est-ce que le judaïsme réagit ? Il ne reste pas les bras croisés, loin de là. De l'intérieur, deux réponses très puissantes vont émerger. On pourrait dire deux chemins bien distincts pour entrer dans cette fameuse ère moderne. La question, c'est vraiment celle-ci. Comment réagir quand le monde extérieur change si vite, mais que sa propre condition semble complètement figée ? La réponse, elle ne va pas venir de l'extérieur. Non. Elle va venir de l'intérieur, avec de vraies révolutions à la fois spirituelles et intellectuelles. La première grande réponse, c'est un tournant vers l'intérieur. Le hassidisme, lui, ne cherche pas à s'intégrer au monde extérieur, pas du tout. Il cherche plutôt à retrouver une connexion plus profonde, plus personnelle et surtout plus joyeuse avec le divin. C'est en quelque sorte une révolution du cœur. Le hassidisme a vraiment provoqué une rupture. Son fondateur, le Baal Shem Tov, et ses disciples ont, en quelque sorte, démocratisé la spiritualité. Ils enseignent que la grande érudition, ce n'est pas la seule voie vers Dieu. La ferveur, le chant, la danse, ou même la simple joie d'être en vie, le sont tout autant. Et ça va complètement bouleverser la vie spirituelle en Europe de l'Est. Et puis, il y a la seconde réponse. Un regard, cette fois, tourné vers l'extérieur. La Haskalah, qui arrive un peu plus tard dans le siècle, elle propose le chemin inverse. L'idée, c'est qu'il faut s'ouvrir au monde, adopter les savoirs modernes, la philosophie, les sciences, pour enrichir et moderniser le judaïsme. L'idée vraiment centrale de la Haskalah, c'est la synthèse. Il ne s'agit pas du tout d'abandonner la tradition, mais plutôt de la marier à la raison et au progrès des Lumières. Ses partisans sont convaincus que c'est le seul moyen pour les Juifs de devenir des citoyens à part entière et, enfin, de sortir de l'isolement. Alors, chose très importante à garder en tête, le monde juif, à cette époque, ce n'est pas un bloc monolithique, pas du tout. Ces grandes idées, le hassidisme d'un côté, la Haskalah de l'autre, la tradition, elles vont se déployer de manière très différente selon l'endroit où vivent les communautés. C'est vraiment là, dans ces immenses communautés d'Europe de l'Est, que la vie juive traditionnelle est la plus intense. C'est le foyer de l'érudition talmudique, bien sûr, mais c'est aussi là que le hassidisme va naître et connaître un essor absolument spectaculaire, jusqu'à devenir une force spirituelle majeure. Maintenant, si on va à l'ouest, là, la situation est bien plus nuancée. Des ghettos existent toujours, comme en Italie par exemple, mais ailleurs, notamment aux Pays-Bas, une certaine tolérance permet déjà une plus grande interaction avec la société. Et c'est justement dans ce contexte que les idées de la Haskalah vont trouver un terrain particulièrement fertile. Et puis, il ne faut surtout pas oublier le monde séfarade. Dans l'Empire ottoman, la situation est encore différente. Là, les communautés de Salonique, de Constantinople ou de Smyrne connaissent une certaine stabilité. Elles sont, disons, moins touchées par les grands bouleversements européens et la vie communautaire s'y poursuit avec une très grande vitalité. Voilà, ça nous donne une bonne vision d'ensemble de la diaspora juive de l'époque. On voit bien le cœur ashkénaze à l'est, les grands centres séfarades dans l'Empire ottoman, et puis cette zone un peu de transition en Europe occidentale, là où une partie de l'avenir se joue. Bon, après avoir vu tout ça, quel est le bilan de ce siècle si tumultueux ? Et surtout, comment est-ce que toutes ces tensions ont préparé le terrain pour ce qui allait suivre ? Ce qu'on voit ici, c'est vraiment la triple dynamique de l'époque. D'un côté, le hassidisme, qui a durablement transformé la spiritualité. De l'autre, la Haskalah, qui a ouvert la voie à l'intégration et à la réforme. Et face à ces deux grandes nouveautés, la tradition talmudique, elle, loin de disparaître, s'est aussi consolidée,
en quelque sorte en réaction. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. Ce siècle de conflit n'a pas affaibli le judaïsme, bien au contraire. Cette tension entre le repli sur soi mystique et l'ouverture sur le monde rationnel a créé une sorte de boîte à outils intellectuelle et spirituelle. Elle a donné au peuple juif la flexibilité nécessaire pour affronter les immenses défis du siècle suivant. L'émancipation, l'antisémitisme moderne, la naissance des nationalismes. Le paradoxe final, c'est donc celui-ci. Comment des divisions aussi profondes ont-elles pu finalement forger une identité si résiliente ? C'est peut-être parce que de cette contradiction même est née toute la richesse et toute la complexité du judaïsme moderne. Une identité capable de puiser à la fois dans la foi la plus profonde et dans la raison la plus critique.